La France pleure le prix de la perte de l'uranium nigérien. La perte d'une source d'approvisionnement comme celle du Niger concernant un combustible essentiel vient tester les limites de la souveraineté française sur l'atome. Le risque majeur serait de créer une dépendance vis-à-vis du Kazakhstan, premier producteur mondial d'uranium, un autre régime autoritaire pour lequel il est difficile de prévoir où le courant géopolitique vous emporte. Petit rappel. Les autorités russes ont la main mise sur une énorme partie des importations françaises d'uranium naturel provenant du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. Même si l'uranium que la France achète vient du Kazakhstan ou d'Ouzbékistan, la Russie contrôle en grande partie les routes par lesquelles cet uranium est transporté jusqu'en Europe. Les autorités russes gardent un levier stratégique important. Si elles décident de bloquer ou ralentir le transport, cela pourrait perturber l'approvisionnement de la France, même si ces derniers n'achètent pas directement à la Russie. Aussi, oui, le Kazakhstan commence à réduire sa dépendance à la Russie pour transporter son uranium grâce à la route transcaspienne. Mais attention, cette route reste plus compliquée, plus chère et moins stable politiquement. Pourquoi? Parce que l'uranium transite depuis le Kazakhstan vers la mer Caspienne, traverse ensuite l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie avant d'atteindre l'Europe. Cela implique des changements de mode de transport, train, bateau, train, des temps d'attente aux frontières, un coût logistique plus élevé et pire, plusieurs zones de cette route sont géopolitiquement sensibles. Géorgie, Azerbaïdjan, la mer Caspienne, une zone stratégique disputée entre plusieurs pays avec des risques militaires ou diplomatiques. Or, avec le Niger, c'était beaucoup plus sûr pour la France. Le gouvernement français avait un accès direct et contrôlé. La France dominait diplomatiquement et militairement le Niger ou même le Sahel avec ses bases militaires. Donc, il n'y avait aucun risque géopolitique et surtout, il n'y avait pas assez d'intermédiaires pour le transport. La France a perdu la souveraineté stratégique sur l'uranium. Les trolls diront oui, il y a le Canada, il y a l'Australie, oui, c'est vrai. Mais ce sont des marchés plus chers et déjà engagés avec d'autres clients. La télévision iranienne annonce que tous les Américains de la planète sont désormais des cibles. Mais avant tout, les sites nucléaires iraniens bombardés par les États-Unis ne contenaient pas de matériaux susceptibles de provoquer des radiations. Ces sites avaient été évacués depuis longtemps car l'Iran anticipait une attaque sur Fordo depuis plusieurs nuits. Résultat, les installations n'ont pas été significativement endommagées. Fordo est toujours debout, aucun dommage irréversible. Les médias d'État iraniens confirment que seuls 2 tunnels entrée et sortie ont été touchés. Le cœur de la base est resté intact. De l'autre côté, Donald Trump hausse le ton. Il avertit Téhéran de tout arrêter immédiatement. Sinon, l'armée américaine attaquera à nouveau sans retenue, sans demi-mesure, sans avertissement et ce sera plus violent. Les forces armées américaines dans la région sont prêtes à affronter les éventuelles représailles iraniennes. Mais que fera l'Iran? Eh bien, l'Iran répondra. Pas de manière précipitée, mais planifiée et chirurgicale. Les bases américaines au Moyen-Orient seront-elles ciblées? Des navires subiront-ils des harcèlements dans le détroit d'Ormuz? Tout indique que ce scénario devient inévitable dans les prochaines heures. Ce que Donald Trump vient de provoquer, eh bien, il y aura forcément des conséquences. L'administration Trump anticipe une éventuelle riposte de l'Iran dans les 48 heures. En réaction, toutes les bases militaires américaines ont été placées en alerte maximale et prêtes à se défendre contre toute riposte iranienne. Les États-Unis ont détecté des navires de guerre iraniens en mouvement dans le golfe Persique, faisant craindre un blocus naval imminent. En réponse, l'Iran a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant au passage qu'aucune base américaine, ni aucun Américain dans la région ne sera en sécurité. Donald Trump veut que l'Iran revienne sur la table des négociations avant qu'il ne soit trop tard. Mais le ministre des Affaires étrangères iranien répond « La semaine dernière, nous étions en négociation avec les États-Unis lorsque l'entité a décidé de torpiller cette diplomatie. Et cette semaine, nous étions en pourparlers avec la Troïka lorsque les États-Unis ont décidé de torpiller cette diplomatie. Quelle conclusion peut-on en tirer ? Pendant ce temps, les attaques menées par l'administration Trump contre l'Iran se révèlent être un échec. L'AIEA a confirmé qu'aucune augmentation des niveaux de radiation n'a été détectée autour des installations nucléaires ciblées. Preuve que les sites n'ont pas été détruits et que le programme nucléaire iranien reste intact. Les bombardiers furtifs B-2 Spirit, partis du Missouri, ont effectué une mission de 37 heures sans escale avec plusieurs ravitaillements en vol. Malgré cette opération d'envergure, le renseignement américain semble avoir été pris de court. L'Iran avait déjà évacué la majeure partie de son uranium enrichi de Fordo vers un site secret avant l'attaque. Entre le 19 et le 20 juin, 16 camions transportant du matériel lourd ont été observés près de l'installation, confirmant un déplacement stratégique.
Téhéran reste ferme. Le programme nucléaire ne s'arrêtera pas et c'est une position radicale qui pousse Donald Trump à annoncer de nouvelles attaques dans les prochains jours. Que l'Iran ne tombe pas dans le piège tendu par Donald Trump, s'en prendre directement aux bases militaires américaines serait offrir un prétexte parfait pour une guerre totale et retarder son propre accès à l'arme nucléaire. La réponse la plus stratégique, la plus intelligente et la plus importante serait de cibler l'entité. Pourquoi? Parce que l'entité n'est pas un simple pays au Proche-Orient. C'est la plus grande base militaire avancée des États-Unis dans le monde. L'entité est leur poste de commandement déguisé, c'est-à-dire pilonner l'entité, c'est attaquer le cœur logistique, technologique et symbolique de la puissance américaine dans la région sans déclencher immédiatement l'article de guerre direct contre Washington. Si Téhéran veut s'imposer, il doit attaquer là où ça fait vraiment mal et c'est ce qu'ils font depuis ce matin. Ils ont lancé une attaque massive sur l'entité. Donc, s'attaquer directement aux bases américaines dispersées dans la région, c'est s'épuiser dans une guerre d'usure. C'est donner à Washington un mandat mondial pour riposter et coaliser l'OTAN derrière lui. Ils attendent tous l'erreur de l'Iran et je pense que le gros piège est là. Provoquer l'Iran pour justifier une guerre, ralentir son avancée nucléaire, l'isoler diplomatiquement et en finir une bonne fois pour toutes avec ce gouvernement. Aussi au passage affaiblir la Chine. Et c'est là que tout se joue. La guerre se gagne par le cerveau, pas par l'émotion. Nous sommes dans un monde où la force prime sur le droit. Donald Trump le sait. Il a loupé ses cibles et à l'heure actuelle, la majorité des nations dans le monde désapprouvent ouvertement les actions des États-Unis et de l'entité. L'Occident a 4 ennemis à briser. L'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord, qui sont aujourd'hui les seuls pays au monde qui font réellement trembler l'Occident. C'est pour cela qu'on les appelle l'axe du mal, l'axe à briser. Le président Assimi Goïta, les ministres Abdoulaye Diop, Sadio Kamara, toute l'équipe au complet, avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, nous signons un certain nombre de documents qui vont renforcer la base juridique de notre coopération. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous voir. Je suis certain que la rencontre d'aujourd'hui et nos négociations permettront le développement de nos relations. Je vous remercie. Ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Le président Assimi Goïta n'a pas seulement été invité comme le président de la République du Mali, mais aussi comme le président en exercice de l'AES. Et depuis hier, je constate que le Mali est traité comme un pilier de l'alliance russo-sahélienne, pas comme un État secondaire. Ceux qui pensaient que Moscou tournait le dos définitivement à Bamako n'ont absolument rien compris au tempo russe. C'était juste de la propagande venant des trolls. Et faites le constat. L'échec qu'on attribue au président Goïta face au terreau au Mali, c'est le même récit d'échec qu'on a collé à la Russie entre 2022 et 2024 en Ukraine. Même mécanique, même scénario. Propagande, désinformation organisée. C'est la même stratégie de guerre psychologique. Ce qu'ils appliquent contre leurs adversaires géopolitiques majeurs, à savoir la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, ils l'appliquent aussi contre nous au Sahel. Ce que le président Assimi Goïta va chercher en Russie, ce n'est pas de l'aide économique ou militaire, non. C'est plutôt une alliance sacrée, une protection nucléaire indirecte et un soutien total dans la guerre invisible et hybride, pilotée par l'Occident et ses supports en Afrique, qui a commencé contre son pays, le Mali. Il y aura ce qui sera publié pour nourrir les médias, et il y aura ce qui se dira et se conclura à huis clos entre Moscou et Bamako qui représentent l'AES, au cœur des discussions. La question centrale des terreaux sera traitée sans filtre ni hypocrisie. Tout sera mis sur la table. L'économie, les investissements stratégiques à venir, la coopération dans le domaine du nucléaire et surtout l'achat massif d'armements en volume et en qualité pour structurer une force régionale de dissuasion. Notre force unifiée soutenue par Moscou. Ce n'est pas une simple visite diplomatique, c'est une renégociation complète de l'alliance Mali-Russie avec l'AES comme nouvel acteur militaire continental.